Vincent Laforge, bonjour. Bonjour. Je reçois le docteur Vincent Laforge. Alors, je suis très impressionné, mes amis, parce que pour moi, les médecins sont des gens extraordinaires. Et je le reçois parce qu'il a écrit un livre qui va vous réconcilier avec l'humanité, mes amis. Et je voulais absolument montrer ce que vous avez. Montrez-le nous. Ça s'appelle Du sang sur les mains. Ça vient de sortir chez Mareuil Éditions. C'est un livre de récit, en fait, de votre vie. C'est ça, c'est ça. C'est un livre que j'avais envie d'écrire il y a déjà très longtemps, mais bon, on est tous un peu feignants et donc je m'y suis mis à la demande de Jacques Dallest, qui est le directeur de collection et qui m'a fixé une deadline. Et la deadline, c'est bien pour écrire. Alors, dites-moi pourquoi ça s'appelle Du sang sur les mains. Expliquez-nous. Alors, bonjour, on cherchait un titre un petit peu flashy, un petit peu punchy pour être exact. Et on cherchait quelque chose avec du sang, puisque le sang, ça, on est quand même amené à fréquenter ce genre de liquide. Et j'ai trouvé que du sang sur les mains, c'était pas mal, parce qu'en fait, c'est à prendre au sens littéral, pas littéraire, bien sûr. Hein. J'ai pas de culpabilité, mais c'est vraiment au niveau réel, palpable. Alors, donc, votre métier, c'était quoi concrètement? Alors, je suis de formation et j'ai toujours fait depuis 1984 de la médecine d'urgence et de la médecine d'urgence préhospitalière, que ce soit au SAMU ou chez les pompiers. Donc, j'ai travaillé chez les pompiers de Marseille, les marins-pompiers, et je suis encore actuellement réserviste chez les pompiers de Paris. Donc, voilà, c'est l'ensemble de ma carrière, même si j'ai arrêté il y a l'année dernière pour des raisons de santé. L'ensemble de ma carrière s'est déroulé sur 40 ans dans les ambulances, en gros. Alors, je trouve ça intéressant parce que je me suis toujours demandé ce que les médecins faisaient dans les ambulances. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi sert un médecin dans une ambulance? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a guère qu'en France et un peu en Espagne où il y ait des médecins dans les ambulances, des services d'aide médicale urgente, hein, c'est des SMUR qui interviennent à domicile ou sur la voie publique. Alors qu'ailleurs, on a, par exemple en Suisse, où ils sont très performants, ils travaillent avec des paramédics, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des carrières parallèles à la carrière d'infirmier et qui bon, se débrouillent très bien, apportent. Il y a quand même une supériorité, à mon sens, au fait qu'il y ait un médecin dans une ambulance, parce que ça lui permet d'avoir un raisonnement médical, d'être plus précis et, à mon sens, d'améliorer la qualité des soins. Mais 90% des interventions pourraient être faites par des infirmiers de très bon niveau. Après, il faut trouver ces infirmiers. Il y a une filière qui est d'exploration, c'est les infirmiers en pratique avancée qui font déjà des transports, par exemple, des transports secondaires, c'est-à-dire des transports d'hôpital à hôpital. Voilà. Bon, pour le transport primaire, je pense que le médecin apporte quand même son grain de sel. Alors, si on va quand même, puisque j'aime bien de temps en temps éclairer les débats techniquement, quand vous nous parlez des infirmiers, en fait, c'est les super infirmiers C'est que la ça, loi de 2016 ou 2007 a créé, de mémoire, tout et à qui sont fait. un peu un décalque de ce que vous avez cité en Suisse, qu'on appelle en Allemagne les Heilpraktiker, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas médecins, mais qui ont quand même des connaissances médicales. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, moi, je suis assez favorable à cette filière. Je sais qu'il y a certains confrères qui sont farouchement contre. Je pense que, allez, pour les trois quarts des interventions, un infirmier apporte les soins de qualité et les diagnostics de qualité. Il y a 25% des interventions où le renfort d'un médecin est quand même appréciable. Mais je crois qu'en Belgique aussi, ils ont des infirmiers en pratique avancée, ou l'équivalent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais les gens meurent pas beaucoup plus en Belgique, en Suisse qu'en France, quoi. En tout cas, pas dans les mêmes conditions. Voilà. Mais concrètement, est-ce que quand on est par exemple médecin pour les sapeurs-pompiers et qui interviennent sur les urgences, est-ce qu'on est souvent confronté à des situations où le transport en ambulance est absolument obligatoire? Je vous pose cette question parce qu'à Paris, je vois régulièrement des pompiers pratiquement qui vous supplient de vous emmener.
en ambulance, enfin dans le camion de pompiers jusqu'à l'hôpital, alors que vous dites, mais non, je vais bien, je vais me débrouiller tout seul. Est-ce que il y a beaucoup de situations où il faut réellement intervenir d'urgence en ambulance? Alors, c'est là que le médecin peut apporter un petit plus parce il est capable, enfin, dans la mesure du possible, d'estimer si la personne peut ou ne peut pas être transportée. Le secouriste, que dans la majorité des ambulances, c'est des secouristes, il n'y a pas de médecin. Les secouristes, c'est un arbre décisionnel, ils sont un peu binaires. Donc, soit il y a un refus de transport qui est signé par le patient, et généralement, on est obligé de le respecter, sauf cas psychiatrique, ça arrive de temps en temps. Soit ils transportent, et c'est vrai qu'ils ont le transport un peu systématique, alors que nous, en tant que médecin, on peut dire, bon, bah ça va pas s'aggraver dans les 2 heures. Vous avez le temps d'aller voir votre médecin. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de vous transporter. Et il y a beaucoup d'interventions de SMUR qui se soldent par un non-transport et le patient reste à domicile et s'en porte pas plus mal. Oui, enfin, moi, c'est ce que je vois, mais après, il y a quand même des cas où ça se justifie. Vous avez Ah, travaillé à Marseille, j'imagine que alors, Marseille, il y a beaucoup de caricatures, de stéréotypes, mais enfin, c'est une ville connue pour ses homicides, ses règlements de compte. Est-ce que ça vous est arrivé d'intervenir sur ces cas-là? alors oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'interventions sur des règlements de compte. Il y a eu des époques où c'était un peu florissant. Bon, bah là, généralement, on transporte pas parce que le patient est criblé de projectiles et que, il est décédé et que la parole est au médecin légiste. Donc, lui, il va venir sur les lieux, hein, faire une levée de corps. On parle de levée de corps et il va déterminer un peu les angles de tir. L'état du patient. Enfin, il est bien évidemment mort. Et nous, en tant que SMUR, on va s'en aller, hein. C'est plus notre domaine. Voilà. La mort, c'est pas notre métier normalement. Mais il y a quand même des cas où la victime, par exemple, de ce règlement de compte, mais il y a d'autres cas où les gens peuvent se trouver en difficulté. Il y a quand même des cas où les gens survivent. Et vous faites quoi concrètement dans l'ambulance dans ces cas-là? Alors bon, on a un panel de traitements, hein. Alors on peut faire des réanimations lourdes, hein. C'est sûr que par exemple le patient peut être intubé, c'est-à-dire qu'il a un tube dans la trachée, il est perfusé, ça nous permet de lui passer directement les médicaments qu'on juge nécessaires. Il y a d'autres types de traitements, la défibrillation. Alors même si maintenant la défibrillation est aussi à la disposition du grand public, mais il y a Kyrielle au point de vue. Et puis surtout, l'avantage, c'est que du fait du diagnostic plus précis qu'on apporte, on peut par exemple emmener directement le malade sur une table de coronarographie. C'est-à-dire que une douleur thoracique, on va arriver, on va faire un électrocardiogramme, on sait lire les électrocardiogrammes et on va dire si, oui ou non, il faut le traiter très rapidement sur table de coro pour lever, par exemple, un thrombus, c'est-à-dire un petit bouchon de cholestérol, enfin, je simplifie un petit peu, et rendre au muscle cardiaque sa vascularisation et surtout son oxygénation. Donc ça, c'est des traitements qui doivent être entrepris très rapidement. L'idéal, c'est de faire de la porte du patient jusqu'à la pose de l'aiguille par le cardiologue pour faire la coronographie. Il faudrait qu'il s'écoule moins d'1 heure. L'idéal, c'est ça. On y arrive de temps en temps, mais ça, c'est indispensable de le faire dans l'ambulance avec donc de l'oxygène, des traitements anticoagulants, antiagrégants pour diminuer la coagulation du sang. Voilà, donc ça, c'est plein de choses qui améliorent la coronarographie. Mais le traitement du patient, le traitement définitif, c'est la coronarographie. Donc en fait, l'ambulance, elle sert à gagner un peu de temps. Et ça, à gagner du temps et à apporter des traitements spécialisés. Mais par exemple, c'est une curiosité malsaine, hein, mais une intubation, ça peut se faire de façon sécure dans une ambulance? Ah bah, ça peut se faire sur le trottoir, hein, c'est pas, il n'y a pas de problème. Hein, Quelle moi, j'ai horreur! intubé beaucoup de patients sur le trottoir, à domicile aussi. Alors, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter d'intuber dans l'ambulance, parce qu'on a quand même des conditions de propreté, des conditions de calme relatif qu'on n'a pas forcément sur le trottoir.
qu'on n'a pas forcément à domicile, mais c'est très fréquent qu'on intube à domicile, hein. Mais ça doit être horriblement douloureux pour les patients. Ah bah, soit ils sont en arrêt cardiaque et je pense qu'ils sentent plus la douleur, soit on les endort. Il n'y a pas de problème, on a des produits d'anesthésie qui nous permettent de faire dormir les gens et ça se passe vraiment très très bien. Et ça permet de faire dormir les gens et ça permet aussi de diminuer la contractibilité musculaire, ce qui fait que ils sont complètement détendus et beaucoup plus faciles à intuber en l'occurrence. Je vais toucher du bois parce que c'est le genre de choses qui me met dans un état de stress absolu. D'ailleurs, vous allez m'intuber là. Voilà, Euh, à distance. vous avez fait ce métier combien de temps? J'ai fait ce métier de 84 à 2000, 2000 l'année dernière, 2025. Voilà, je suis encore à la BSPP, mais je suis plus sur ambiance de réanimation, donc je suis plus vraiment urgentiste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête au bout par exemple, 30 ans d'urgentisme, d'urgence, Mhm. où on voit quand même des cas, je pense que c'est quand même assez régulier que vous voyez des situations, des cadavres, des gens qui sont mourants, voilà. Vous faites pas la médecine la plus facile. Et en plus, vous faites un peu la médecine la plus frustrante parce que vous êtes sûr, on va essayer de les faire vivre jusqu'à la salle d'opération, en gros. Je caricature, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête le soir quand on rentre? Alors, moi, dans ma tête, il ne se passe pas grand-chose. Il y a plusieurs niveaux. Sur place, il y a vraiment le niveau technique. Et ça, on est pris dans l'intervention avec l'équipe. Et donc, bah, on dirige l'équipe, on fait des gestes, on anticipe. C'est un maître mot du travail, c'est l'anticipation. Il faut toujours essayer d'avoir une demi-heure d'avance sur le patient. Et ça, vraiment, ça nous occupe suffisamment l'esprit pour que bah, ça se passe bien. Après ça, il y a un deuxième niveau, c'est le debriefing. Alors, c'est souvent des debriefings informels, hein, avec les collègues, avec les confrères. Je pense au petit déjeuner qu'on prenait à Plombières le matin de la garde, où on discutait des cas qu'on avait eus. Et ça permet vraiment, bon, ça permet de parler des patients et de parler de ce qu'on a fait, c'est technique aussi, mais ça permet aussi de, de se libérer au point de vue psychologique. Et ça a été vraiment très, très important. Et puis, alors, j'ai découvert en écrivant ce livre qu'il y avait une troisième strate de, de mise en cause. Et c'est peut-être là aussi que j'ai eu, pas le plus dur, mais revécu des interventions particulièrement prenantes, hein, des interventions sur des enfants ou des accouchements qui sont pas bien passés. Et il y a une espèce de reviviscence. Alors je finis par me demander si j'ai pas écrit ce livre avec une sorte de catharsis pour, pour purger mes passions. Mais enfin bon, ça c'est une interprétation personnelle. Mais Mais oui, oui, allez-y. Ça vous est je arrivé t'en prie. souvent d'intervenir sur des accouchements? Alors, des accouchements, oui, parce qu'à Marseille, il y a quand même pas mal d'accouchements, en particulier dans les cités. Il y a des cités où on va, on est quasiment, enfin, on a une chance sur deux que ce soit un accouchement. Il y a une grosse population comorienne qui accouche beaucoup. Et ce sont des femmes qui sont à leur 7, 8, 9e enfant. Donc, des accouchements qui se passent rapidement, mais qui induisent des risques secondaires. Donc, on peut avoir des hémorragies de la délivrance. Et c'est souvent, souvent dramatique. Mais attendez, je vais vous poser une question de Parisien. Donc, je vais Oui, encore oui. me faire haïr par les spectateurs qui vont me dire, ah, là, le connard de bourgeois riche. Euh, Bah, mais mais on est- comment c'est possible qu'une femme n'anticipe pas son accouchement? il y en a plus le nombre d'accouchements augmente, plus il y a. Dans une même famille, vous voulez dire. Plus Oui, la d'accord, femme mais a fait d'enfants, plus l'accouchement est rapide, hein, plus au huitième accouchement, souvent, bah, ça se passe début des douleurs, sortie du bébé, ça fait une demi-heure, hein, et donc bah, souvent elles attendent que le mari revienne du boulot, souvent elles n'osent pas déranger. Et puis bon, j'ai même fait des accouchements du premier bébé, je m'en parle en particulier d'un accouchement rue Mouffetard il y a très longtemps, où bah, le bébé, c'était un premier bébé, il est sorti en une demi-heure. Et le mari était déjà prêt à partir avec la casquette de chasse sur la tête
et le barbour sur les épaules. Et ben, il n'a pas eu le temps. J'ai eu à peine le temps de mettre des gants et le bébé était là. Bon, ça, c'est des histoires de chasse, ça arrive. Puis il y a des accouchements beaucoup plus longs, donc on peut se donner du temps. Soit on peut décider de les faire à la maison, qu'on se voit que bah, il reste pas trop longtemps. Soit sinon, le mieux, c'est de transporter de manière à ce que la femme accouche à l'hôpital, c'est sûr. Parce que moi, finalement, j'ai assisté à plusieurs accouchements, et chaque fois à Paris, et chaque fois, les femmes concernées, puisque enfin, j'ai eu plusieurs femmes, mais elles perdaient les os, et puis on descendait Hmm. dans le métro calmement pour aller à la maternité, et puis on attendait, quoi, que ça. Et je suis étonné qu'il y ait si je pense à ce qui se passe en Hollande, où un grand nombre de femmes accouchent chez elles, parce que la logique est d'accoucher à la maison. J'entends ce que vous me dites, qui est une expérience statistiquement limitée, mais vous dites quand même que c'est significatif le nombre de femmes qui se laissent surprendre par la naissance. Alors bon, à Marseille, on a quand même une population particulière. Il faut bien comprendre que c'est la majorité des femmes qui accouchent à la maison parlent pas français, ont une culture différente de la nôtre où l'accouchement peut effectivement se passer à domicile. Je sais pas, j'ai jamais travaillé aux Comores, mais bon, c'est un peu ça. Et même quand j'étais à Saint-Denis, dans le nord de Paris, il y avait des femmes qui ne voulaient pas aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur d'avoir une césarienne. Donc elles préféraient attendre le plus longtemps possible de manière à éviter les risques de césarienne. C'est Les, là les on touche, on quitte un peu la médecine et on touche la sociologie, hein, ça c'est sûr. Oui, mais la médecine est très liée à la sociologie. Mais euh, vous diriez que les accouchements, c'est quelle proportion des interventions avec médecin des ambulances? Oh, ça fait entre 2 et 3%. Ah oui, quand même. Le reste, c'est quand même des accidents, des blessures, des. Ah bah, le reste, c'est une moitié de douleur thoracique. Ça, c'est le gros recrutement, c'est la douleur thoracique. Donc, c'est un peu délicat à réguler parce que bon, faut savoir aussi qu'au SAMU, dans la pièce du SAMU où on reçoit les appels, le médecin régulateur, entre guillemets, c'est à lui de décider s'il envoie ou pas un médecin sur les lieux. Et bah, en fonction des critères que lui présente le patient, quand il arrive à les présenter, on envoie ou on n'envoie pas de médecin. Sur une douleur thoracique, après, si vous avez une douleur thoracique sur une jeune fille de 15 ans, la chance ou la malchance que ce soit un problème coronarien, un problème cardiaque est faible. Donc, généralement, on envoie seulement les pompiers. Maintenant, si c'est un monsieur de 80 ans qui a déjà eu 3 infarctus et qui a un pontage, on va plus facilement envoyer un SMUR. Oui, il y a des risques. Mais que les gens qui vous regardent vont forcément se poser la question, et m'en voudraient si je ne vous la pose pas, parce qu'on a vu médiatiser des cas où, je ne sais pas comment vous l'appelez, le répartiteur, le Le coordonnateur, régulateur, oui. régulateur, prend une mauvaise décision, et parfois dans des conditions d'écoute ou de courtoisie relativement limitées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, puisqu'on a eu des cas de gens qui mouraient parce que les services d'urgence disaient mais non, prenez un aspirine et tout ira bien. Est-ce que ça vous paraît refléter une réalité inquiétante ou ce sont des accidents ponctuels? Alors, j'en ai vécu quelques-uns, c'est très rare. Ça arrive que des médecins ne réalisent pas que l'urgence ou ne veuillent pas pour des raisons, alors, ben, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont 10 heures de régulation derrière eux, et que voilà. Il y a des contacts. Ce qui est très important, c'est le contact initial. Quand le contact initial se passe bien entre le médecin et l'appelant, quel qu'il soit, généralement tout découle, tout coule de source. Après, il y a des gens qui se braquent d'emblée. C'est vrai que c'est plus difficile de donner des conseils et d'écouter ce que vont dire les gens, les appelants, quand d'emblée on nous traite d'enculés ou que on nous dit vous n'êtes pas encore là. Faut comprendre qu'il faut un minimum de patience. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on
pour envoyer les secours adaptés, il faut qu'on ait le temps et la possibilité de poser des questions. Si on se fait immédiatement agonir d'insultes, il faut quand même poser des questions, mais c'est pas facile. Mais il y a aussi des cas où c'est complètement du fait du médecin, et il y a des gens qui sont pas aimables et qui sont pas faits pour faire ce métier, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vous diriez, puisque vous avez vécu 40 ans, qui est une fameuse tranche de vie, 40 ans d'urgence, euh, vous portez quoi comme regard sur... parce que beaucoup de Français, vous le savez, se disent, c'est la catastrophe, les urgences, ça marche plus, on supprime les budgets. Alors le Courrier publie aujourd'hui une info qui est pratiquement un marronnier, qui est la fermeture des urgences. Alors là, c'est l'hôpital de Dinan, en Bretagne, mais souvent c'est Carex, parce qu'il n'y a pas d'urgentiste, parce qu'on n'en trouve pas. Est-ce que vous diriez que sur 40 ans, la qualité de la prise en charge dans les urgences a réellement baissé en France ou pas? Puis c'est une France, vous êtes alors vous êtes pas, vous n'êtes pas de la France rurale, vous êtes dans la France des métropoles, donc qui concerne Mhm. beaucoup de gens. Vous portez quoi comme regard sur l'évolution sur 40 ans? Alors d'abord, moi je travaille pas dans les urgences, je travaille en dehors et je suis bien content parce que médecin aux urgences, c'est un boulot de chien. Pourquoi vous dites ça? Euh, hein? Pourquoi vous dites que c'est un boulot de chien? Parce qu'on n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment. Moi, ce que j'aime bien dans le SMUR, c'est qu'on a un patient, il peut être gravissime, ça c'est pas le problème, mais on s'occupe du patient du lieu de la prise en charge, c'est-à-dire le domicile par exemple, jusqu'au service adapté. Pendant 1 heure, 2 heures, voire plus, hein, 3 heures, ça peut arriver, on est concentré sur ce patient. Aux urgences de l'hôpital, on peut pas se concentrer très longtemps parce qu'il y a aussi la mamie du 4 qui va pas bien, il y a aussi le papy du 6 qui vomit du sang, il y a plein de patients à gérer en même temps et ça c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire des urgences hospitalières parce que je m'y sens pas bien. Après bon, je sais, hein, mais bon c'est pas mon biotope. Maintenant sur 40 ans. C'est difficile à dire. Effectivement, bon, on en parle beaucoup. Il y a aussi le fait que ben, on a recours de plus en plus facilement aux urgences. Moi, actuellement, je travaille dans du secteur tertiaire, hein. Je suis médecin dans une tour à Marseille. Et les gens me disent, ah, mais j'avais une angine, je suis passé aux urgences. Ben non, vous avez rien à faire aux urgences si vous avez une angine. C'est pas l'endroit. Si vous êtes cassé un bras, oui, il faut aller aux urgences. Mais il y a pas mal de gens qui abusent des urgences et ça contribue largement à les emboliser, hein. On C'est peut quel pas. type de gens? Alors là, c'est très variable, hein, parce que là, j'ai vraiment affaire à des cadres supérieurs qui se conduisent comme le travailleur immigré de base, comme c'est pas, je pense, c'est pas lié vraiment à un problème sociologique, alors que Oui, mais c'est un problème de culture, parce que moi, par exemple, j'ai une angine, je veux même pas voir un médecin, j'attends bah, que vous ça avez passe. raison. Mais, mais C'est exactement, à un moment donné, mais qui se dit que, enfin, qu'est-ce qu'il faut dans la tête pour se dire, j'ai un rhume, je vais aux urgences. Je ne suis pas dans la tête des gens, mais très fréquemment, j'ai le cas de gens qui sont accros au trail, aux courses à pied, qui se font mal au genou, par exemple, et qui me disent, docteur, il faut que vous me remettiez en forme parce que j'en ai un autre trail la semaine prochaine. Je leur dis, moi, je suis que le messager, hein, je vous dis ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous reposer. Si vous courez, vous aurez encore plus mal. Et c'est des gens qui vont pas hésiter à recourir aux urgences pour avoir l'examen complémentaire plus rapidement. C'est une erreur. On n'a pas d'examen complémentaire plus rapidement parce qu'on passe par les urgences. Pour avoir une prise de sang plus rapidement, bah, ils l'auront après-demain ou ils iront dans un laboratoire. Voilà. Je pense qu'il y a un net abus du recours aux urgences, mais cet abus était aussi dû au fait, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis de mes confrères généralistes, à la disparition des généralistes, ou la disparition, ou tout au moins à leur moindre disponibilité, hein, ils peuvent pas être disponibles comme c'était il y a 40 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais en Haute-Savoie chez les pompiers, on emmenait les patients qui avaient une entorse de cheville chez le généraliste et il avait de quoi faire une radio. Bon, maintenant, ça n'existe plus. C'est pas forcément un mal, c'est peut-être mieux fait à l'hôpital, mais ça soulageait beaucoup les urgences.
Euh, Parlez-nous quand même, puisque ce que vous dites est passionnant, mais j'avais remontré votre livre. Il faut que les gens achètent votre livre. Vous Ah l'avez oui, entre oui. les mains? Montrez-le, montrez-le à l'écran. Du sang sur les mains. Vous voyez, il n'est pas commerçant, il n'a pas son livre prêt à sortir pour le. Achetez ce livre, c'est Mareuil Édition. Euh, Dites-nous quand même, pour conclure, quelques mots sur Marseille. Alors, Marseille, je sais pas pourquoi j'y suis allé. J'avais le choix en finissant en finissant mes classes de service militaire entre Paris et Marseille. Moi, j'étais parisien à l'époque. Je pense que j'y suis allé pour pas aller à Paris et un peu par goût de l'aventure. Et bah, j'ai pas été déçu puisque rapidement j'ai été pris dans l'ambiance. Alors, dans l'ambiance des cités, c'est vrai que Marseille a sa propre banlieue sur son territoire communal, ce qu'a moins Paris. Hein. Paris, il faut aller dans le 93 pour trouver les mêmes interventions qu'à Marseille, enfin 93 ou autre, le 94 aussi. Mais Une partie du et puis bon, 94. hein, Une partie du 94. une partie du 94, on est bien d'accord. Et puis bon ben, alors au début j'étais très amusé parce que bon il y a la verve marseillaise, il y a la faconde, on entend plein de jolies expressions, c'est sympa. Après, ce qui est un peu fatigant, c'est le manque total de civisme. Et voilà. Bon, Ça veut on s'y dire fait. quoi, Hein. le manque total de civisme? Ah ben, quand quelqu'un va s'acheter des cigarettes avec sa voiture, il arrête la voiture devant le tabac en double fil. C'est pas un problème. Ils cherchent pas de place. Donc ils vont boucher l'avenue ou la rue. C'est pas un souci. Et tout est comme ça. On jette les papiers par terre. Les poubelles sont pas fermées alors qu'il y a du Mistral. Bah forcément, ça étale tout le contenu de la poubelle dans la rue. Et tout est à volo. Comme ça. Bon, c'est un peu fatigant. Moi, je suis resté très germanique, très propre et en ordre. Mais autrement, bon, Alors, je vais vous Marseille, taquiner. On dit pas oui, germanique, on dit franc. C'est en fait, vous êtes oui, un si on héritier veut. du peuple franc. Voilà. Voilà, je suis un Visigoth. Mais voilà, donc il y a. Bon, par contre, à Marseille, ce qui est étonnant, d'abord, c'est un très joli site. Hein, ça, on a les îles, il y a les collines, ça c'est magnifique. Malheureusement, c'est pas forcément vraiment mis en valeur puisque bon, on a construit des cités un peu n'importe comment. Mais globalement, il y a effectivement beaucoup. C'est par période. Il y a beaucoup de règlements de compte. Il y a 2 ou 3 ans, c'était en 2023, je crois. Il y a eu une cinquantaine de règlements de compte dans l'année. C'était la guerre entre la DZ Mafia et Yoda. Au mois d'août, ils en avaient quasiment un par jour. Bon, ça, c'est un peu particulier. Euh, c'est des interventions qui sont un peu délicates à prendre en charge parce qu'on arrive, il y a généralement seulement un véhicule de pompiers. On se retrouve dans une cité où il y a une certaine hostilité quand même. Et tant qu'il n'y a pas la police n'est pas arrivée, généralement ils viennent en nombre, heureusement, on se sent quand même un petit peu menacé. Bon, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu les problèmes qui ont pu être rencontrés à Lyon ou dans à Strasbourg, par exemple, d'agression de pompiers, enfin, tout le moins, c'est pas commun. Hein. Les De marins-pompiers, généralement, ça se guet-apens, passe pas bien. Hmm. de guet-apens, on parle beaucoup de Oui. guet-apens, de. Alors, moi, je suis plus chez les marins-pompiers depuis une dizaine d'années. Alors, ça a peut-être évolué, je connais moins bien. Mais enfin, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Euh, il peut y avoir une hostilité, mais c'est pas, ça se traduit rarement par des actes. Et puis, bon, bah, autrement, à Marseille, il y a aussi toute la pathologie habituelle. Hein. Ils ont aussi des douleurs thoraciques, les Marseillais. Ils prennent aussi des médicaments, ils en abusent des médicaments. Tout est possible. Faut pas voir Marseille comme étant une ville où il y a uniquement des règlements de compte. Il y a un recrutement, il y a des deux roues qui tombent, qui se font mal. Il y a des voitures moins maintenant, puisque les voitures sont beaucoup plus sûres qu'à une époque. Mais il y a des accidents de la route copieux. Vraiment, il y a quand même 2 autoroutes qui entrent dans Marseille. Voilà, donc on a le choix. Bon. Mais écoutez, du sang sur les mains, Mareuil Édition. Remontrez-le une dernière fois.
que voilà, il faut absolument l'acheter. Merci beaucoup, puis j'espère qu'on se retrouvera parce que je trouve que vous êtes très positif dans vos commentaires. On échappe au discours que j'entends parfois, alors, y compris chez vos collègues, confrères, qui expliquent ah, on n'a pas de moyens, ah, et on a l'impression qu'on est un pays où il n'y a plus d'hôpitaux, quoi. Or, c'est contraire aux expériences que je fais quotidiennement. Voilà. À Eh bien, écoutez, bientôt. à bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup.